Le journal du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. À l'occasion de son déplacement en Turquie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, évoque des relations en plein essor entre l'Algérie et la Turquie. Au Mali, 49 civils et 15 soldats tués dans 2 attaques d'un bateau et d'une base de l'armée. Des parlementaires cubains réitèrent leur soutien à la cause du Sahara occidental et la lutte du peuple sahraoui. Sur fond de division mondiale, le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui en Inde. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a présidé hier à Ankara les travaux de la session conjointe algéro-turque à l'occasion de son déplacement en Turquie, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a par ailleurs animé une conférence de presse avec son homologue turc Hakan Fidan. Ahmed Attaf est revenu sur l'importance des relations entre Alger et Ankara et la position de l'Algérie concernant les défis auxquels est confrontée la région. Le point avec Souila Kilal. Les relations algéro-turques connaissent un fort élan et une évolution notable sur les plans politiques et économiques. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, qui effectuait une visite de travail à Ankara en Turquie. Le ministre algérien des Affaires étrangères est revenu sur les entretiens qu'il a eus avec de hauts responsables turcs qui, selon lui, ont permis d'évaluer la concrétisation des priorités et objectifs tracés par les présidents des 2 pays. Les relations algéro-turques connaissent un développement sur les plans économiques et politiques. Durant les 3 dernières années, nous avons traversé des caps importants, sans précédent dans l'histoire de nos relations bilatérales. Les relations algéro-turques sont en perpétuel élargissement dans tous les secteurs qui offrent des opportunités de collaboration et qui garantissent la réalisation des bénéfices escomptés par nos 2 pays et nos 2 peuples frères. Ahmed Attaf a par ailleurs souligné avoir partagé avec le président Erdogan et son homologue turc la vision analytique de l'Algérie sur les développements dangereux que connaît la région sahélo-sahélienne, ainsi que la profonde préoccupation face à la détérioration accélérée de la situation dans cet espace régional, devenu le foyer du plus grand nombre de tensions et de conflits dans le monde. J'ai informé nos frères en Turquie des aspirations du président Abdelmadjid Tebboune pour garantir une issue pacifique à la crise engendrée par le changement non constitutionnel au Niger, ainsi que ses efforts qui visent à renforcer l'approche globale de développement dans le traitement des défis multidimensionnels qui imposent au pays et au peuple de cette région. Ces efforts ont été applaudis et soutenus par la Turquie. Concernant le premier point de l'initiative algérienne pour le Niger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à présenter de nouveaux textes pour le prochain sommet africain et qui concerne la multiplication des mesures contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels. Dans le cadre de sa visite en Turquie, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a coprésidé avec son homologue turc Hakan Fidan les travaux de la 2e session de la commission mixte algéro-turque de la planification. Les travaux ont évalué l'avancée enregistrée dans la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants des 2 pays depuis la tenue de la première session du Conseil de coopération de haut niveau en mai de l'année dernière, ainsi que sur les préparatifs de la tenue de la 2e session de ce Conseil, prévue dans un avenir proche à l'occasion de la visite en Algérie du président Recep Tayyip Erdogan à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé ce vendredi matin à Budapest, la capitale de la Hongrie, dans le cadre d'une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour apporter une nouvelle dynamique aux relations de coopération et d'amitié qui relient les 2 pays, en plus du renforcement des consultations politiques concernant des dossiers d'intérêt commun.
Nous vous le disions en titre, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi 8 septembre dans 2 attaques terroristes ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés. L'actualité dans cette édition, c'est aussi le Gabon. Les autorités de la transition viennent de nommer Raymond Dog Sima, opposant à l'ex-président Ali Bongo, comme Premier ministre de la transition, selon un décret lu à la télévision d'État. Raymond Dog Sima, âgé de 68 ans, avait été Premier ministre du temps de Ali Bongo de 2012 à 2014. Article 1er. Le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Ndong Sima. Et dans la foulée de cette nomination, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré le nouveau Premier ministre Raymond Dog Sima. Le président de la transition avait aussi annoncé la formation d'un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques et une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum. Qui consiste à redorer la dignité du peuple gabonais. En Centrafrique, Abdoulaye Hissène, l'ancien patron du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, a comparu devant une instance judiciaire composée de magistrats locaux et internationaux, chargés de juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003 dans le pays. Il a été arrêté lundi passé. Abdoulaye Hissène avait annoncé de quitter le mouvement armé lors d'un dialogue de réconciliation à l'initiative du président Touadéra, en l'absence des groupes armés et de l'opposition. Lors d'une rencontre entre l'ambassadeur sahraoui à Cuba, Omar Bolsan, et des membres du groupe parlementaire cubain de solidarité avec le peuple sahraoui au siège de l'ambassade de la RASD à La Havane, des parlementaires cubains ont réitéré leur solidarité et leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable à l'autodétermination et au parachèvement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Le groupe parlementaire était composé de son président et de 2 députés du Parlement cubain. La mission des Nations Unies pour le soutien à l'accord de Hodeïda au Yémen a appelé hier jeudi toutes les parties de l'accord de Stockholm à coopérer afin de parvenir à une paix durable dans le gouvernorat du Hodeïda. Dans un communiqué, la mission a exhorté toutes les parties de l'accord de Stockholm à coopérer afin de parvenir à une paix durable dans cette gouvernorat et même de donner l'exemple à tout le Yémen. Cette affirmation intervient à l'issue de la visite du général de division Mikhail Berry, chef de la mission à Aden, pour tenir une série de réunions visant à renforcer les efforts en vue de ramener la paix à Hodeïda au Yémen. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont arrêté 2 jeunes Palestiniens du camp de Tolkaram alors qu'ils traversaient un point de contrôle militaire à l'est de la ville. Le club des prisonniers de Tolkaram a déclaré à une agence de presse que les forces d'occupation ont arrêté les 2 jeunes Palestiniens. Il s'agit de Ayes Oudé et Hadi Aboudiab alors qu'ils passaient par le poste de contrôle militaire de la ville de Tolkaram. Et sur le flanc diplomatique, l'État de Palestine a de nouveau appelé la communauté internationale à garantir une protection internationale au peuple palestinien
et à agir dans 3 lettres identiques adressées au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a noté que le moment est venu d'y mettre un terme des plans néfastes du gouvernement sioniste, extrémiste et raciste, soulignant qu'il menace de se produire une autre Nakba contre le peuple palestinien. À l'occasion de la Journée internationale de l'air pour un ciel bleu, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un vibrant appel au renforcement de la coopération internationale pour faire face à l'urgence mondiale que constitue l'aggravation de la pollution de l'air. Ensemble, on doit accélérer une transition juste et équitable des combustibles fossiles, en particulier le charbon, vers des énergies renouvelables propres, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, déclare le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Début des travaux ce vendredi du sommet du G20 à New Delhi en Inde, un rendez-vous qui sera marqué par les absences des présidents russes Vladimir Poutine et président chinois Xi Jinping. 9 pays ont été invités à l'image du Nigeria et le Singapour. Et sous le thème « Une terre, une famille et un futur », les dirigeants du G20 vont débattre sur plusieurs dossiers comme le changement climatique et les conséquences du conflit en Ukraine. La capitale indienne, transformée pour l'occasion, accueille ce vendredi le sommet du G20. Les présidents américains, turcs et français y seront présents, entre autres. Grands absents du sommet, Vladimir Poutine et Xi Jinping ne seront pas de la partie. Une occasion pour le président américain d'occuper le devant de la scène. C'est cependant un G20 traversé par les divisions que s'apprête à accueillir l'Inde, la guerre en Ukraine ayant modifié l'ordre international établi et exacerbé les oppositions. Un contexte qui rend difficile l'établissement d'un consensus entre les pays membres, c'est le constat amer du président du Conseil européen. Nous soutenons la formule de paix juste proposée par le président Zelensky et nous serons toujours très actifs pour défendre ses principes et ses valeurs sous tous les formats conceptuels, y compris lors de cette réunion du G20. Difficile de prédire s'il sera possible de parvenir à un accord sur la déclaration finale. Impossible donc d'établir une déclaration finale incluant le conflit ukrainien tant les divergences sont profondes. Au-delà du conflit, d'autres dossiers sont susceptibles de diviser les membres, énergie renouvelable, abandon des combustibles fossiles ou restructuration de la dette. En outre, en l'absence de Vladimir Poutine, l'Inde tentera de marquer le coup en remettant au centre du jeu les aspirations des pays du Sud, un rôle que le pays a historiquement assumé. Nous vous le disions à l'instant même, le président chinois Xi Jinping ne sera pas présent à ce sommet du G20 en Inde, mais la délégation chinoise sera conduite par le Premier ministre Li Qiang. En participant à cette réunion, le Premier ministre Li Qiang transmettra les pensées et positions de la Chine sur la coopération dans le G20. En appelant le G20 à renforcer l'unité et la coopération et en travaillant ensemble face aux défis mondiaux de l'économie et du développement. Nous sommes prêts à collaborer avec toutes les parties pour assurer le succès du sommet des dirigeants du G20 et à contribuer activement à la promotion d'une reprise économique mondiale stable et d'un développement durable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous à 19h. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous.